frappent sans prévenir. Des raz-de-marée géants qui détruisent tout sur leur passage. Ce sont des phénomènes très puissants. On attend le prochain. Un tsunami peut avoir plusieurs origines, comme un astéroïde ou un séisme sous-marin. Mais des scientifiques viennent d'identifier une nouvelle cause possible. Une île mystérieuse pourrait provoquer une vague monumentale, capable d'engloutir 3 continents. Ce tsunami potentiel est une menace dramatique. Cet événement changerait le cours de l'histoire. Pour l'instant, tout semble paisible, mais un phénomène terrifiant se prépare. Stephen Ward et Simon Day sont les auteurs de ce scénario catastrophe. Ils pensent qu'un jour, une vague géante va se former tout près des côtes de La Palma. Elle fera presque 900 mètres de haut et sera assez puissante pour détruire une grande partie de l'Amérique du Nord et du Sud. Ce cauchemar a un nom, un méga tsunami. Aucun être humain n'a jamais vu de vague aussi grosse. Une énorme quantité d'eau s'élèvera jusqu'à 900 mètres de haut. Imaginez une montagne qui avance. La vitesse de la vague dépend de la profondeur de l'océan. Plus il est profond, plus elle va vite. À plusieurs centaines de kilomètres heure, comme un avion. Elle atteindra la côte est des États-Unis en 9 heures. C'est en eau profonde? Oui. Elle va grossir. À mi-course, elle se sera déjà séparée en une vingtaine de vagues. La plus grosse étant la première. En approchant de la côte américaine, elle atteindra plusieurs centaines de mètres de haut. Elle frappera toute la partie ouest de l'Atlantique Nord, Terrifiant. du Canada, en passant par les États-Unis, les Caraïbes, jusqu'au Brésil. La vague sera très grosse. Cet événement changerait le cours de l'histoire. Plus de la moitié de la population du globe vit sur les côtes. Aux États-Unis, le littoral le plus peuplé se situe entre Boston et Washington. Il serait frappé de plein fouet par ce méga tsunami qui mettrait en danger des millions de vies humaines et la stabilité de l'économie mondiale. Si une vague géante s'abattait sur New York, elle détruirait un des berceaux de l'activité économique américaine, ainsi que la plus grande bourse mondiale. Croire. Mais pour eux, la menace est bien réelle. Et ils en ont découvert des preuves partout dans le monde. Corail fossilisé, étranges reliefs sous-marins, grottes truffées d'indices, cicatrices terrestres. Tout concorde et va dans le sens d'une catastrophe aux proportions historiques. Seuls quelques facteurs peuvent déclencher un tsunami. Un astéroïde, par exemple, comme celui surnommé El Tanin. Il y a plus de 2 millions d'années, El Tanin a percuté la Terre au large des côtes du Chili avec la violence d'une bombe. L'explosion a fait jaillir une colonne d'eau de plusieurs kilomètres de haut et engendré une série de vagues qui ont balayé la Californie, Hawaï, le Japon et l'Australie. Aucun être humain n'a jamais assisté à un tel phénomène.
Mais la menace est récemment devenue très concrète. Bon sang, regarde. Cette vague fait bien 5 ou 6 mètres de haut. En 2004, un tsunami a ravagé les côtes d'Asie du Sud-Est. En quelques heures, il a fait environ 250 000 victimes. Le tsunami de Sumatra a frappé sans prévenir. Sa source était cachée. C'était une bombe à retardement enfouie dans les profondeurs de la Terre. La croûte terrestre est comme un puzzle fait d'une douzaine de plaques tectoniques. Ces plaques flottent et se déplacent sur un noyau en fusion. Elles se poussent et se frôlent constamment. C'est la rencontre des plaques indo-australiennes et eurasiennes qui a déclenché la catastrophe de 2004. L'une s'enfonçait lentement sous l'autre et s'est retrouvée bloquée. La tension s'est accumulée. Une plaque s'est retrouvée coincée. Au bout de 200 ans, elle a dit stop et elle a relâché 2 siècles de pression d'un coup. Une plaque a sombré, l'eau, l'énergie libérée. La vague initiale faisait plusieurs centaines de kilomètres de long. Quand elle a atteint les côtes, elle s'est abattue avec une force exceptionnelle. D'autres vagues ont suivi, tout aussi dévastatrices. Imaginez un géant qui soulève le fond de l'océan. Toute l'eau va se déverser sur la côte. Les rochers, le sable, les débris, les voitures, tout ça a littéralement broyé les gens. Ils ne sont pas morts noyés. Un méga tsunami serait encore plus meurtrier que la catastrophe de 2004. Le tsunami dont nous parlons serait beaucoup plus violent que celui de Sumatra. Toute la côte est américaine ressemblerait à la côte indonésienne. Il y aurait un couloir de destruction totale de 2 ou 3 kilomètres de large. Tout le long du Canada, en passant par les États-Unis, les Caraïbes, jusqu'au Brésil et peut-être jusqu'en Afrique du Nord et en Europe. Le tsunami que craignent Simon Day et Stephen Ward ne serait pas provoqué par un astéroïde ou un séisme, mais par l'île volcanique de La Palma. La Palma respire la tranquillité. 90 000 habitants vivent dans de petits villages nichés dans les collines. Mais sa face cachée est plus sombre. Le tiers sud de l'île est dominé par un volcan très ancien, le Cumbre Vieja. Il ne ressemble pas à un volcan ordinaire.
Il n'a pas de cône central, mais une longue crête parsemée d'évents volcaniques et de cratères. Le Cumbre Vieja a l'air relativement inoffensif. Simon Day et Stephen Ward le croient pourtant capable de déclencher un méga tsunami. On pense que le Cumbre Vieja pourrait provoquer un tsunami géant si une partie du volcan se détachait et glissait dans l'océan. Le facteur déclencheur serait un énorme morceau de rocher. Il mesure 24 km de long sur 24 km de large et 3 km d'épaisseur. Et il est taillé pour fendre l'eau à la vitesse de l'éclair. À pleine vitesse, le bloc avancerait à 50 ou 100 mètres par seconde. C'est la vitesse d'un train express. L'effondrement du Cumbre Vieja serait précédé de nombreux signes avant-coureurs. De la lave jaillirait de fissures et dévalerait les pentes du volcan jusqu'à l'océan. Des incendies ravageraient les forêts qui recouvrent le flanc des montagnes. La terre tremblerait, détruisant les villages. Et ensuite, un énorme morceau de l'île commencerait lentement à se détacher. Une vague de plus de 900 mètres de haut s'élèverait au pied du volcan. En quelques minutes, la majeure partie des Canaries serait engloutie. Et une heure plus tard, le méga tsunami atteindrait les côtes d'Afrique du Nord et d'Europe. En moins de 24 heures, l'Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Amérique du Sud seraient balayées par des vagues géantes. Difficile d'imaginer qu'une île volcanique puisse déclencher un tel phénomène. Rien à voir avec un astéroïde ou un séisme sous-marin. Et beaucoup doutent qu'un gros morceau du Cumbre Vieja sombre un jour dans l'océan. Mais des phénomènes mystérieux survenus sur l'île d'Hawaï semblent étayer cette hypothèse. Hawaï abrite l'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea. Il menace de s'effondrer dans l'océan et de se détacher définitivement de l'île. Les forces qui déchirent Hawaï sont particulièrement visibles le long d'une fissure appelée The Great Crack. Elle fait 13 km de long, 15 mètres de large et plus de 16 mètres de profondeur. Et pour nombre de chercheurs, elle est le signe annonciateur d'une catastrophe. Heureusement, des scientifiques comme Michael Polland ont le Kilauea à l'œil. Contrairement au Cumbre Vieja, le volcan est surveillé de près. Et ce, pour une très bonne raison. Il bouge. Michael Polland enregistre le déplacement de son flanc sud grâce à des capteurs GPS. Le mouvement du flanc sud est constant. Il bouge d'environ 8 à 10 cm par an, de façon régulière et inexorable. Donc même si on n'y reste que quelques heures, pendant ce laps de temps, il avance très légèrement vers l'océan. C'est dur de s'en rendre compte quand on est dessus, car il est très massif. Le mouvement du flanc sud est aussi régulier qu'une pendule. Mais les scientifiques viennent de découvrir que des morceaux entiers du volcan pouvaient bouger brusquement et rapidement. En novembre 2000, on a enregistré pour la première fois ce qu'on appelle un séisme silencieux.
En l'espace de 24 à 36 heures, toute la partie sud du Kilauea a avancé vers l'océan de 2,5 à 5 cm. Tout un flanc de montagne, des millions de tonnes de roches qui se déplacent d'un seul bloc, et à une vitesse très élevée. Le déplacement du flanc sud a été si soudain que les chercheurs ont d'abord cru à une erreur de données. Il nous a fallu du temps pour nous rendre compte que ce mouvement était bien réel. On n'a pas accepté cette hypothèse tout de suite, car on n'avait jamais observé ça avec un autre volcan. 24 heures sur 24, un système de capteurs automatiques surveille le Kilauea. Et les études sur le terrain permettent d'anticiper tout déplacement imprévu. C'est difficile de savoir si le flanc sud risque de s'effondrer d'un coup ou s'il va continuer de bouger progressivement. Un effondrement total serait tellement énorme que je n'arrive pas à l'envisager. C'est comme un astéroïde qui percuterait la Terre. Je n'arrive même pas à concevoir ce qui se passerait. Plusieurs indices semblent pourtant indiquer que le phénomène s'est déjà produit à Hawaï et qu'il a déclenché des raz-de-marée. Il suffit de savoir où regarder. Sur l'île voisine de Lanai, Gary McMurtry cherche des victimes d'un tsunami. Sa cible, du corail fossilisé qui porterait les stigmates d'une catastrophe naturelle. Des récifs coralliens bordent toutes les îles hawaïennes. Ils abritent une grande variété de poissons et d'invertébrés. Le corail est d'apparence statique, mais il grossit et s'étend sur le fond océanique. Il est solidement ancré dans le sol jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur. Les chercheurs ont découvert du corail fossilisé sur la terre ferme, ce qui est étonnant mais pas inhabituel. Sauf que ce corail a été retrouvé à un endroit surprenant, sur des montagnes de l'île de Lanai, à une bonne distance du rivage et à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comment est-il arrivé là ? Je pense que le mystère de ces fossiles retrouvés à Hawaï vient surtout de leur taille. Ils ne sont pas petits. Beaucoup de gens ont même du mal à croire qu'ils soient si gros. Il y a plusieurs explications possibles. Le niveau de la mer était sans doute plus haut il y a plusieurs millions d'années. Ou bien les îles ont déposé le corail lorsqu'elles ont émergé. Gary McMurtry a un autre suspect en tête et il a une piste. Le corail n'est pas intact. On dirait qu'il a été projeté sur la montagne. Méli-mélo. Parfois, il est à l'envers et des rochers sont posés dessus au lieu d'être en dessous. C'est très bizarre. Gary McMurtry pense avoir trouvé le coupable. Un phénomène assez violent pour projeter le corail sur la montagne. Un gigantesque tsunami. Si c'est le cas, il a forcément laissé d'autres traces de son passage.
Au large de l'archipel d'Hawaï, des chercheurs ont fait une découverte étonnante. Une formation géologique de plus de 8300 km3. Ils ont d'abord cru à une montagne sous-marine. Mais ils penchent maintenant pour un glissement volcanique. Beaucoup plus important que celui provoqué par l'éruption du mont Saint-Helens. Le 18 mai 1980, à 8h30, le mont Saint-Helens s'est réveillé. Cette éruption volcanique a été la plus meurtrière de l'histoire américaine. Et elle a entraîné un gigantesque glissement de terrain. Celui qui se serait produit au large d'Hawaï a sans doute été 400 fois plus important. Voilà l'événement. La vague initiale frappe la côte ouest de l'île d'Hawaï et elle envoie une bonne partie de l'île au fond de l'océan. Des simulations montrent que le glissement a déclenché une cascade de tsunamis qui ont littéralement noyé l'archipel. Ce glissement a été baptisé Alika 2. Gary McMurtry pense qu'il a arraché des récifs coralliens entiers sur les fonds marins et les a propulsés sur les montagnes. Ça, c'est du corail. On voit bien qu'il est brassé par les vagues. Ces tsunamis ont détruit la plage. Ils l'ont totalement décomposée. Et on le voit très bien. On voit que tout ce qui était là, le sable, les galets, les rochers, les coraux, tout a été projeté sur la terre ferme. Les coraux sont entièrement balayés. Ce sont des phénomènes très puissants. Il y a une façon de vérifier si Alika 2 est vraiment responsable de ces dépôts. L'âge du glissement doit correspondre à l'âge des fossiles. Pour savoir quand le glissement s'est produit, il faut mesurer la quantité de débris déposés au fond de l'eau au fil des millénaires. Imaginez la poussière sur un vieux piano. Elle s'accumule. Et on peut savoir depuis quand le piano est là grâce à la quantité de poussière qui le recouvre. On fait la même chose avec ces glissements. Gary McMurtry prépare ensuite des échantillons de corail pour la datation. Il les pèse, les nettoie et les réduit en poudre. Les résultats sont probants. L'âge estimé d'Alika 2 correspond à celui des dépôts coralliens. Toutes les preuves désignent un gigantesque tsunami. C'est la seule chose qui ait pu produire un tel phénomène. Ce n'est plus un débat, c'est une certitude. Ça ne peut être qu'un tsunami. Continue d'explorer l'archipel d'Hawaï et de trouver les traces de catastrophes passées. Il est convaincu que la menace d'un effondrement volcanique sur l'île de La Palma doit être prise très au sérieux. Les chercheurs ne s'intéressent pas trop au glissement volcanique. Tout le monde sait que les tremblements de terre provoquent des tsunamis, mais ils ne sont pas si gros que ça. Comparés à ceux provoqués par les volcans, ils sont même petits. On attend le prochain. Les causes d'un effondrement volcanique restent méconnues. La masse du flanc est si importante qu'il s'effondre peut-être sous l'effet de la gravité. Ou ça peut également être le magma en fusion qui fissure la roche et la fragilise. En quête d'indices, des scientifiques se rendent là où peu d'hommes ont mis le pied, au cœur des volcans.
Sur l'île de La Palma, Simon Day et Stephen Ward s'enfoncent dans les entrailles d'un volcan endormi. On y a creusé tout un dédale de galeries pour accéder à des réservoirs d'eau douce. Ce qui est très étonnant sur La Palma, c'est la quantité d'eau présente dans le volcan. Et cette eau est importante pour l'économie. Le volcan est la première source de l'île. Mais pour les deux chercheurs, l'eau représente aussi une menace. Elle joue un rôle crucial dans leur scénario catastrophe. Car c'est elle qui risque de pousser le flanc ouest du Cumbre Vieja dans l'océan. Le Cumbre Vieja est saturé d'eau. Au sommet, cette eau est contenue par d'épaisses couches de cendres et de roches. Et sur les flancs du volcan, elle est emprisonnée par des filons de roches magmatiques appelés dikes. Lors d'une éruption, toute cette eau aurait l'effet d'une bombe. L'eau filtre de la surface par la roche et arrive ici. Elle essaie ensuite de s'infiltrer par les côtés, mais elle ne peut pas car elle est stoppée par l'un des dikes. Ces dikes emprisonnent l'eau. S'il y a une éruption, le magma remonte. Et comme il est très chaud, plus de 1000 degrés Celsius, si l'eau pouvait s'échapper, elle jaillirait sous forme de vapeur. Mais bien sûr, elle est enfermée entre les dikes. C'est le principe de la cocotte minute. On chauffe l'eau, la pression monte. Et c'est cette pression qui pousse les rochers de part et d'autre qui risque d'entraîner l'effondrement d'un des flancs lors d'une prochaine éruption. C'est de la roche très poreuse. Il y a beaucoup d'eau là-dedans. Les deux chercheurs pensent que l'eau sous pression assénera le coup de grâce au Cumbre Vieja. Car le volcan manifeste déjà des signes de faiblesse. Une éruption violente a duré plus de 36 jours. Elle a rouvert des cratères et déversé des vagues de lave dans l'océan. De violents séismes ont secoué le sud de l'île. Plusieurs cratères sont encore visibles. Parmi eux, le plus spectaculaire est Hoyo Negro. Il témoigne de la violence de l'éruption de 1949. Mais il cache une cicatrice plus profonde. Le versant ouest s'est affaissé de manière visible vers l'océan. On voit très bien une couche de cendres jaunes avec une bande noire au milieu. Si on suit cette bande noire le long de la falaise, on voit qu'elle chute d'1,80 m vers l'ouest et qu'elle coupe les autres bandes. La partie ouest du Cumbre Vieja semble s'être détachée de l'île. C'est sans doute dû à une faille qui court le long de la crête sur plus de 3 km. Sur une bonne partie de sa longueur, la faille est enfouie sous un sentier très fréquenté. Mais par endroits, elle apparaît. Et à chaque fois, la conclusion est la même. L'île s'est affaissée considérablement à l'ouest de la faille. C'est exactement comme tout à l'heure. Le versant ouest est descendu de près de 2 mètres par rapport au versant est. Certains affirment que ce n'est pas une faille, mais une simple fissure de surface. Simon Day et Stephen Ward ne sont pas de cet avis. Et ils ont des preuves.
Comme une faille, la fracture suit une trajectoire rectiligne et son bord ouest avance toujours vers la mer. Cette fracture provoquée par un séisme est longue et droite. Quand on mesure l'écart entre les bords à différents endroits, on remarque un décalage constant et toujours dans la même direction. Ça ne fait aucun doute. Si cette fracture était simplement une fissure de surface due à un séisme, il devrait y en avoir partout sur l'île et sur la surface du volcan. Ce n'est pas le cas. S'il s'agissait seulement d'une fissure de surface et non d'une faille qui s'enfonce dans le volcan, alors on devrait trouver des fissures identiques du sommet jusqu'à la côte, au niveau des falaises surtout. On devrait voir le même genre de fissure dans la roche. Mais on ne voit rien. Pour Simon Day et Stephen Ward, c'est la preuve que le Cumbre Vieja est fragile. L'effondrement n'est peut-être pas imminent, mais il est inévitable. Certains indices sont encore plus visibles du ciel. L'île de La Palma a eu un passé géologique agité. Des falaises ont glissé dans l'océan, des cratères géants se sont formés au fil des éruptions. Tous ces bouleversements pourraient avoir un impact dramatique sur notre planète. Des villes seraient menacées de l'autre côté de l'océan. Et leur sort serait scellé depuis la nuit des temps. Il y avait autrefois un autre volcan sur l'île de La Palma, le Cumbre Nueva. Il a connu une fin brutale il y a environ 560 000 ans, ce qui a changé le visage de l'île. Le volcan s'est effondré. 3 zones de rift sont apparues et la lave qui en est sortie a formé le Cumbre Vieja. Les premières années du Cumbre Vieja sont cruciales pour Simon Day et Stephen Ward. Son flanc ouest s'est formé sur les vestiges du Cumbre Nueva, ce qui le rend instable. Les zones de rift ont également changé au fil du temps. La zone du rift nord-ouest a cessé d'être active, puis la zone nord-est. La zone du rift nord-sud est la seule encore en activité. C'est de ce côté que l'éruption risque de survenir. Ce schéma de réduction des zones de rift précède très souvent un effondrement volcanique. On est en train de survoler la zone du rift nord-sud qui est actuellement active. On voit le cratère Hoyo Negro sur le Pico Nambroque. Ils définissent une ligne nord-sud des vents volcaniques qui se sont formés depuis plusieurs milliers. La configuration semble indiquer qu'un effondrement se prépare. Le schéma récurrent sur ce type de volcan est une reconfiguration structurelle importante, accompagnée d'une réduction du nombre de zones de rift avant l'effondrement. La zone de rift active agirait comme un bulldozer et pousserait le flanc ouest vers l'océan. C'est très impressionnant. Après des années à reproduire ce volcan sur mon ordinateur, c'est merveilleux de le voir en vrai. On y est. C'est super. Les preuves visibles sur le terrain ne font que confirmer les craintes des deux chercheurs.
Le flanc ouest pourrait sombrer dans l'océan lors d'une éruption future. Mais cela n'entraînerait pas nécessairement pour autant un méga tsunami. Il est en effet très difficile d'anticiper l'impact d'une vague d'une telle ampleur. Dans l'université de l'Oregon, les spécialistes viennent ici nombreux voir ce qu'ils n'ont encore jamais vu. Un géoscientifique a très peu de chances de voir un jour un tsunami, même s'il va sur le terrain. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est une expérience en laboratoire qui va tenter de reproduire un scénario de tsunami à plus petite échelle. Compte à rebours, moins 15 secondes. J'ai dû voir des centaines de mini-tsunamis en laboratoire. Il faut multiplier leurs effets par 100 ou par 1000 pour avoir une idée de l'ampleur réelle. Hermann Fritz se concentre sur la distance que peut parcourir un tsunami sans perdre de sa puissance dévastatrice. On note un creux sur le MTA. Ça monte surtout sur le côté. Un tsunami provoqué par un séisme génère une série de vagues très larges et éloignées les unes des autres. On parle d'une grande longueur d'onde. Ce type de tsunami peut parcourir des milliers de kilomètres sans perdre de son énergie. Si le Cumbre Vieja s'effondre, le scénario sera différent. Il produira des vagues à ondes courtes qui devraient perdre de leur puissance en traversant l'Atlantique. L'équipe du laboratoire s'apprête à simuler l'effondrement du Cumbre Vieja. L'objectif est de savoir si des villes de l'autre côté de l'océan seraient menacées. On a installé un générateur de glissement de terrain qui représente le flanc ouest de La Palma. Et on va déverser une grande partie de l'île volcanique dans le bassin qui représente l'océan Atlantique. À l'autre bout du bassin, il y a la côte est des États-Unis qu'on a représentée par une rampe. La grande question est de savoir quelle quantité d'énergie frappera la côte et sous quelle forme. Est-ce qu'il n'y aura plus que de petites vagues ou est-ce qu'elles... L'équipe reproduit l'expérience plusieurs fois. Tout est enregistré par des caméras et des capteurs. Les résultats sont accablants. On obtient une vague gigantesque, plus grosse que tout ce qu'on n'a jamais vu, et qui prend sa source à La Palma. Si tout le flanc ouest s'effondre d'un coup et à très grande vitesse, ça provoquera une vague immense. L'expérience semble confirmer le scénario de Simon Day et Stephen Ward. À un détail près, la vague initiale se séparera en des douzaines de vagues en s'éloignant de La Palma. Et ces vagues perdront rapidement de leur puissance en traversant l'Atlantique. Des vagues atteindront la côte est des États-Unis, mais elles seront beaucoup plus petites comparées à la vague initiale à La Palma. Elles feront probablement quelques mètres de haut, mais rien de catastrophique. Les conséquences pourraient en revanche être dramatiques pour les milliers d'habitants de La Palma et des îles Canaries.
Simon Day et Stephen Ward ne sont pas d'accord avec l'hypothèse avancée par Hermann Fritz. Pour eux, le tsunami serait nécessairement dévastateur et leur simulateur le prouve. Des vagues de 30 ou 40 mètres vont arriver jusqu'au rivage. Ils croient moins en la précision d'une expérience en laboratoire qu'à une simulation par ordinateur. Je fais des simulations en tenant compte des lois de la physique. Je mesure la gravité, la friction, la résistance du vent. J'entre tout dans l'ordinateur et je le laisse faire. Beaucoup de gens critiquent notre étude. Mais si la masse rocheuse et la vitesse correspondent à nos estimations, je maintiens ce que j'avance. Si les deux hommes ont foi en leur simulateur, c'est qu'il a déjà fait ses preuves en reproduisant des catastrophes naturelles historiques. Le 13 mars 1888, le volcan de l'île Ritter, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre en éruption. Plus de 4 milliards de mètres cubes de roches sombrent dans l'océan. Des vagues de 15 mètres de haut balaient les côtes dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. La simulation de Simon Day et Stephen Ward correspond au témoignage de l'époque avec une précision saisissante. Elle montre également qu'un tsunami à ondes courtes reste dévastateur malgré la distance. Les deux chercheurs ont également simulé un tsunami plus récent. En juillet 1958, un glissement de terrain se produit dans la baie de Lituya, en Alaska. 43 millions de mètres cubes de roches sombrent dans la mer et déclenchent un méga tsunami. Une vague s'engouffre dans la baie à 96 km/h. La ligne de démarcation des arbres détruits par le passage de l'eau a permis de mesurer la hauteur de la vague. 524 mètres. Une fois de plus, la simulation des deux scientifiques reproduit exactement ce qui s'est passé. Notre simulateur est très précis. On est sûr qu'il anticipe parfaitement l'effet qu'aurait un effondrement à La Palma en termes de méga tsunami. Ces prévisions soulèvent de nombreuses questions. La première est bien sûr, comment se prémunir contre une catastrophe naturelle de cette ampleur ? Aux États-Unis, c'est le travail des autorités locales. À New York, l'alerte serait déclenchée ici, à l'OEM, l'Agence de planification des interventions d'urgence, le centre nerveux de la ville. Notre centre de surveillance fonctionne 24 heures sur 24. On contrôle les liaisons électroniques dans la ville et le monde entier, 7 jours sur 7. On est payé pour envisager le pire scénario. C'est notre métier. L'OEM est à l'affût de toutes les menaces potentielles sur la population. Attentats terroristes, émeutes ou catastrophes naturelles comme les séismes ou les ouragans. Rapport sur l'accident. Pour l'instant, pas de blessés. Particulièrement vulnérables aux catastrophes maritimes. New York compte 8 400 000 habitants sur 780 km² répartis en 3 îles et une péninsule qui est à environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on est vulnérable. Ce tsunami potentiel est une menace considérable pour New York. La probabilité est faible, mais les conséquences seraient très graves. On y pense et on s'y prépare. Très sérieusement.
Si le Cumbre Vieja entrait en éruption et que l'île de La Palma se mettait à trembler, l'OEM et le maire de New York seraient confrontés à une décision cruciale. À quel moment ordonner l'évacuation? Les habitants de Brooklyn, du Queens et de Lower Manhattan seraient les plus exposés au danger, car ils sont les plus proches de la côte. Mettre tous les habitants en sécurité pourrait prendre jusqu'à 18 heures. Si les autorités attendaient le déclenchement du tsunami, l'évacuation serait une course contre la montre. La vague traverserait l'Atlantique en moins de 9 heures. Elle pourrait donc frapper avant que tout le monde n'ait pu être évacué. Mais si l'ordre d'évacuation était donné trop tôt et qu'une éruption du volcan ne provoquait pas d'effondrement, le coût d'une fausse alerte serait astronomique. Ici le centre de surveillance de l'OEM. On s'apprête à envoyer les secours. Je transfère à un autre centre médical. L'agence a entre les mains des millions de vies humaines. Et elle n'a pas le droit à l'erreur. Ordonner l'évacuation est une décision très difficile à prendre pour un maire, surtout à New York, car ça concerne des millions de gens. On peut très vite se retrouver dépassé. Et c'est là que la confusion s'installe. Notre travail est de communiquer et de coordonner. Dans le cas d'une évacuation, toutes les transactions de la bourse de New York basculeraient automatiquement en ligne. Les ports seraient fermés et l'activité économique arrêtée. 3 zones seraient concernées par l'évacuation. Les habitants des quartiers inondables seraient évacués en priorité. Ils devraient se rendre dans des centres d'urgence, d'où ils seraient redirigés vers des abris. Seraient toutes mises en sens unique pour conduire vers l'intérieur des terres. Les pompiers seraient réquisitionnés pour évacuer les hôpitaux, les maisons de retraite et les personnes fragiles. La police serait chargée de contrôler les opérations. La réussite du plan dépend de sa mise en œuvre. Mais un élément de l'équation reste inconnu. Il est impossible de savoir combien de personnes ne pourraient être évacuées et combien parmi elles survivraient à un méga tsunami. Aujourd'hui, l'île de La Palma est paisible. Le volcan est endormi, le sol ne tremble pas. Mais ce calme est peut-être trompeur. Des volcans qui semblent parfaitement statiques ne le sont pas forcément. Et les mouvements qui se produisent dans leurs entrailles ont le pouvoir de littéralement changer la face du monde. Les prochaines éruptions du Cumbre Vieja auront-elles des répercussions catastrophiques? Simon Day et Stephen Ward ne se veulent pas alarmistes, mais ils appellent à une surveillance accrue. La grande question, c'est de savoir quand l'effondrement va se produire. Quand le méga tsunami va frapper l'Atlantique Nord. On n'a pas la réponse. Il va vraiment falloir surveiller le volcan de près lors de ses prochaines éruptions. La Palma n'est qu'une île volcanique parmi d'autres. Elle est en haut de la liste, mais il y en a d'autres.